Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. Demiyorduk kesinlikle çünkü gerçekten hukuksuzca bir tutuklama. Benim burada olma amacım demokrasiye, çocuklarımın, torunlarımın geleceğine. Yani karşısında güçlü bir rakip çıktığı sürece hep içeride herkes. Yok etmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'de şu anda diktatörlük var. Başka bir şey değil. Nous sommes le 23 mars 2025 et le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, est démis de ses fonctions et incarcéré pour corruption. 4 mois plus tard, celui qui se présentait comme la figure montante de l'opposition turque est finalement condamné à 20 mois de prison, définitivement écarté des élections de 2028. Et si des manifestations éclatent dans la plus grande ville du pays, un homme s'efforce de réprimer la dissidence. Cet homme, c'est Recep Tayyip Erdoğan. Joueur de foot, activiste islamiste, puis rebelle politique, il dirige la Turquie d'une main de fer depuis plus de 20 ans. Héros, stratège ou dictateur, les adjectifs ne manquent pas de diverger pour qualifier la figure controversée de celui qu'on appelle le reis. Ce qui est certain, c'est qu'il a forgé le pays à son image. Une Turquie autoritaire, ambitieuse et nostalgique de l'Empire ottoman. Voici la fascinante histoire de Recep Tayyip Erdoğan. Alors que souffle la brise multiculturelle de la Corne d'Or, Recep Tayyip Erdoğan naît le 26 février 1954 à Kasımpaşa, un quartier populaire d'Istanbul. Son père, Ahmet, est garde-corps sur les transports de passagers du Bosphore. Sa mère, Tenzile, élève une fratrie de 3 enfants dans lequel Recep est le benjamin, le plus jeune de la famille. Et pour la petite anecdote, il doit ses 2 prénoms au mois Rajab dans le calendrier musulman et à son grand-père, Tayyip, qui est une traduction littérale de bon ou pur en arabe. Après avoir grandi à Rize, dans le nord-est de la Turquie, la famille Erdoğan retourne s'installer à Istanbul, où le jeune Recep se débrouille à la dure. À la maison, il reçoit une éducation stricte et religieuse. En dehors, il apprend à parler fort et à s'imposer. Parler fort pour vendre des simites et gagner un peu d'argent, s'imposer en tant que futur joueur de football professionnel. Adolescent d'1m85 et large d'épaules, Erdoğan s'entraînait en cachette contre la volonté de son père, jusqu'à être approché par le prestigieux club de Fenerbahçe. C'est assez ouf. On aurait pu connaître le futur Hakan Şükür du football turc, pour ceux qui connaissent, sans l'opposition ferme de ses parents à une carrière sportive. Benim yani 15 yaşında falan başlayan bir futbolla ilişkim sürekli olarak tabii bir sevgiyle, ondan sonra mahalledeki başlayan o Kasımpaşa'da Kaptanpaşa mahallesindeki futbol serüvenimiz, sokak arasındaki hatırlarsınız o zamanlar kağıttan futbol topu yapardık ve onlarla oynardık. Ve bir de bizim mahalle takımımız vardı. O mahalle takımıyla daha sonra tabii oynamaya başlayınca mahalle takımındaki yükselişimiz çok çabuk oldu. Ve 14 yaşında falan başlayan o süreç kısa zamanda amatör kümeye bizim çıkma sürecimizi getirdi. En parallèle, son père l'envoie dans un lycée Imam Hatip, traditionnaliste. Ce genre d'enseignement vraiment propre à la culture turque se base sur l'enseignement du Coran et des matières profanes afin de former des imams ou des prédicateurs. Il aurait par ailleurs obtenu un diplôme de la faculté des sciences économiques à l'université de Marmara, mais ce diplôme reste assez contesté pour des suspicions de fraude de la part de l'opposition, puisqu'à l'époque, pour être président ou premier ministre, il fallait au moins 4 ans d'études, et donc ça reste assez critiqué par l'opposition, mais on n'a pas vraiment de preuves quant à ce diplôme. En 1976, Erdoğan fait ses premiers pas en politique. Il adhère très vite aux idéaux de Necmettin Erbakan, qui deviendra par la suite son mentor, le Hoxha de toute une génération. En fait, Erbakan, c'est surtout le fondateur du Milli Selamet Partisi, Parti du Salut National. Ce parti, abrogé en MSP, s'ouvre à l'ensemble des classes moyennes
et prône un retour aux valeurs traditionnelles de l'Empire ottoman. Il se distingue tout particulièrement par son rejet des réformes kémalistes, en gros l'héritage de Mustafa Kemal Atatürk. Et là où en fait Atatürk étatise l'islam, Erdogan lui va réislamiser la société. C'est pas le taux de pratique qui compte, c'est la manière en fait dont la religion peut redynamiser la fierté nationale. Si vous ne connaissez pas le Pacha Atatürk, il est en fait le héros national du peuple turc pendant la première moitié du XXe siècle, notamment fondateur de la République de Turquie et pionnier de la laïcité dans la Constitution. Pour Erdogan, cette laïcité est un fléau au développement de son pays. Ce qu'il souhaite, c'est une Turquie religieuse, musulmane, qui n'a pas peur d'assumer ses racines sunnites. À 22 ans, Recep anime ses premières foules à l'occasion d'une pièce de théâtre qu'il créait, Masse comme Ya, autrement dit francs-maçons, communistes et juifs, auxquels il s'attaque. À une époque où la politique turque se polarise de plus en plus, où les étudiants d'extrême droite et d'extrême gauche se battent dans les amphis, où les coups d'État se font et se défont, Recep Tayyip Erdogan a une idée bien plus subtile. Réintroduire les valeurs islamistes au centre de la culture turque. Ces représentations de théâtre dont je vous parlais se poursuivront jusqu'en 1980, avant que la carrière politique de Recep ne soit brutalement interrompue par un événement retentissant. Le 12 septembre 1980, un coup d'État militaire éclate dans les grandes villes du pays. Les forces armées turques, menées par le chef d'état-major Kenan Evren, s'emparent du gouvernement et appliquent une nouvelle constitution jusqu'en 1983. Ce putsch fait suite à une situation économique et politique extrêmement tendue en Turquie, avec, tenez-vous bien, une succession de 11 gouvernements différents en 10 ans. Mais vous me direz, quel est le lien entre ce coup d'État et la carrière du jeune Erdogan? En réalité, cet événement marque un frein brutal dans son ascension. En 3 ans de pouvoir, les militaires opèrent à 650 gardes à vue, 250 000 inculpations et à la dissolution de la plupart des partis politiques. Le MSP, parti du salut national auquel Erdogan appartient, disparaît au même titre que la plupart des organisations de droite et d'extrême droite. C'est un véritable coup de massue pour Recep Tayyip Erdogan, qui n'en démord pas pour autant. 1983, une fois que les militaires partent du pouvoir et que le gouvernement est un peu plus stable en Turquie, Necmettin Erbakan fonde le Refah Partisi, parti de la prospérité, qui reprend les idées globales du MSP. Mais cette fois, l'extrême droite connaît un succès retentissant en Turquie. Recep Tayyip Erdogan s'improvise porte-parole de l'anticorruption. En 1994, il est élu maire d'Istanbul à 25,2% des suffrages, surpassant le Parti libéral de la mère patrie ou encore les populistes sociodémocrates. Onun için İl Genel Meclisi seçimleri itibariyle de Refah Partisi 27 Mart'ta büyük bir zafer kazanmıştır. Refah Partisi'nin oylarındaki bu büyük artışa mukabil diğer 3 tane parti oy kaybına uğramışlardır. DYP, ANAP ve SHP. Böylece Refah Partisi bu seçimin galibidir. En büyük zaferi kazanmıştır. En büyük başarıyı kazanmıştır. Durant son mandat, Erdogan incarne l'image d'un personnage moderne, proche du peuple. Souvenez-vous, il a grandi dans le quartier populaire de Kasım Paşa. Il sait exactement ce que les classes modestes attendent de lui. Avec une politique de grands travaux, il transforme littéralement le mode de vie des Stambouliotes. Accès à l'eau courante, gestion des ordures, ligne de métro, la popularité du nouveau maire explose. Fidèle aux engagements de son parti, Erdogan renforce également l'islamisation des établissements publics jusqu'à se déclarer imam d'Istanbul devant les journalistes. Enfin, il s'oppose ouvertement aux militaires, cette entité laïque et omniprésente qu'il aborde depuis ce fameux coup d'État de 1980. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées sont nos casernes, les croyants nos soldats. Cette armée divine garde ma religion.
Ces vers, issus du poète nationaliste Ziya Gökalp, enflent comme une traînée de poudre dans le paysage médiatique. Pour les partisans d'Erdogan, ils montrent le chemin d'une Turquie profondément islamiste. Mais la Cour constitutionnelle du pays, basée sur la constitution laïque, ne voit pas cette provocation du même œil. Recep Tayyip Erdogan est condamné à 10 mois de prison, démis de ses fonctions de maire et humilié devant toute l'opposition. En 1999, Erdogan sort de prison. Son séjour derrière les barreaux n'a fait que renforcer sa volonté d'influencer le pays. Cependant, son mode opératoire va quelque peu changer. Il renonce à affronter directement les militaires, cette force qu'il juge trop puissante pour lui, et se sépare surtout de son mentor, Nekmetin Erbakan. Ce divorce marque vraiment un tournant pour l'extrême droite turque, notamment concernant la question de la démocratie et d'un rapprochement européen que Recep défend. 2 ans plus tard, il fonde l'AKP, le Parti de la justice et du développement. Son programme politique s'organise alors autour de 2 axes, la prospérité économique et le retour à un islam traditionnel. Devant l'influence croissante de l'AKP, qui est par exemple beaucoup plus représentée que l'ancien parti encore plus conservateur d'Erbakan, Erdogan touche du doigt l'accession au pouvoir. Mais il ne lui reste plus qu'une petite marche à franchir après la victoire de son parti aux élections législatives. En raison de sa condamnation en 1998, la candidature de Recep Tayyip Erdogan est vraiment rejetée par la Cour constitutionnelle du pays. C'est finalement son bras droit, Abdullah Gül, qui occupe la place de Premier ministre en intérim. Ce dernier s'appuie aussitôt sur sa majorité au Parlement pour modifier certaines lois de la Constitution et lever l'inéligibilité. On est le 23 mars 2003 et ça y est, Recep Tayyip Erdogan est officiellement élu Premier ministre de la Turquie. Avant de poursuivre, je voulais rapidement préciser l'importance du Premier ministre turc en 2003. En fait, à ce moment-là, la Turquie fonctionnait comme un régime parlementaire. Le président de la République, élu par le Parlement, occupait surtout une fonction symbolique. L'ensemble du pouvoir exécutif, de la politique intérieure et de la formation des militaires revenait surtout au Premier ministre, qui était en réalité l'homme fort du pays à cette époque. Vous comprenez donc pourquoi on dit que Recep Tayyip Erdogan dirige le pays depuis plus de 23 ans maintenant. J'en profite les amis pour vous remercier vraiment de vos retours sur la précédente vidéo. Nous, ça nous a fait extrêmement plaisir. Sur Déclic, vous savez, on essaye de présenter les faits de la manière la plus neutre et la plus exhaustive possible. Et c'est vrai que quand on évoque des personnalités aussi complexes que celle d'Erdogan, par exemple, c'est des sujets qui divisent. Quoi qu'il en soit, toutes nos sources, tous les outils qu'on a pu utiliser sont en description. Donc, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller les checker. Et si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum, ça fait extrêmement plaisir. Une fois au pouvoir, le reis, qui signifie chef en turc, n'a qu'une ambition, faire de la Turquie une puissance internationale. Dans les pas de son mandat à Istanbul, il veut redresser l'économie et mettre en place de grands projets industriels. Parmi eux, on peut citer le tout premier projet de TGV turc entre Ankara et Eskişehir. Si la ligne est inaugurée en 2009, elle dessert aujourd'hui des villes importantes comme Istanbul, Konya ou Sivas. Entre 2002 et 2011, la Turquie construit 13 500 km de routes express dans l'objectif de favoriser les échanges logistiques et créer des axes internationaux. Car oui, Erdogan veut sortir la Turquie d'une longue ère de protectionnisme. En abaissant les droits de douane et en supprimant les quotas, le gouvernement ouvre les marchés dans tous les secteurs de l'économie. Les résultats sont immédiats. Entre 2003 et 2012, la Turquie attire près de 400 milliards de dollars d'investissements étrangers. Outre la protection sociale qui est très faible dans ce pays, la Turquie est en plein essor démographique. Parce que oui, peu de personnes âgées égale peu de retraites à cotiser. Erdogan a largement bénéficié des 30 glorieuses turques, si on peut les appeler ainsi. Avec une augmentation de 7,2% du PIB par an jusqu'en 2007 et une dette publique qui passe de 74 à 39% en 7 ans, la réussite économique du nouveau Premier ministre est exceptionnelle. Au début de la décennie, Erdogan se fait également remarquer pour son rapprochement avec l'Occident. Il multiplie des tournées aux États-Unis et en Europe afin de défendre la demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Abolition de la peine de mort, élargissement du droit des minorités et renforcement de la liberté de culte, toutes les réformes sont destinées à séduire l'Europe. Erdogan cherche également à stabiliser la région avec sa politique zéro problème avec les voisins. En gros, continuer à financer et à soutenir l'OTAN
tout en maintenant un peu à distance les grands discours islamistes de l'AKP. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Ufkumuzu 782 bin kilometre kare ile sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa, Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Bon, à l'image de ce discours, la Turquie n'est peut-être pas aussi utopiste qu'elle en donne l'air. Bon, pour ne pas tomber dans les discours européocentrés qu'on a l'habitude de voir dans les médias ou même en France, la responsabilité en réalité elle est plutôt partagée. Les Turcs reprochent en réalité à l'Union européenne des revers successifs sans aucune raison valable. En témoigne cette citation d'Erdogan lors d'une conférence avec Macron en 2018. Nous ne pouvons pas continuer à supplier l'Union européenne en disant « S'il vous plaît, acceptez-nous aussi » quand nous demandons pourquoi, l'Union européenne est incapable de nous répondre. Pour l'Europe, la version est quelque peu différente. The accession process is frozen. There are no progress in any way. On the contrary, Turkey probably is the only country backsliding in democratic standards, and for that reason, what we maintain is the idea that the accession process is suspended and well suspended because we didn't receive any good news on democratic standard from the year 13 till now. And la principale raison de cet enlisement provient des multiples actions d'Erdogan à l'international. Le conflit kurde, par exemple, fait nettement tâche dans sa course à la popularité. Depuis 2015, l'armée turque a durci, et ce de manière particulièrement violente, sa répression face au PKK, le parti pro-kurde à l'est du pays. Pour vous expliquer rapidement, les Kurdes représentent en fait une minorité ethnique qui représente environ 20% de la population turque et qui cherche en fait depuis la chute de l'Empire ottoman à créer un espace qui leur est propre, qui leur appartient, le Kurdistan. Et le truc c'est que ces séparatistes ils plaisent pas du tout à Erdogan, d'autant plus que les Kurdes représentent une bonne partie de son opposition politique. La surprise en Turquie, le président Erdogan a raté son pari. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2002, il perd sa majorité absolue au Parlement. Et cela en partie à cause du parti officiel kurde qui fait sa première percée aux législatives avec 14% des sièges. On peut également citer la présence de l'armée turque au nord de Chypre, alimentant de fortes tensions avec la Grèce, car vous le savez sans doute, ce pays est partagé depuis longtemps entre la Grèce et la Turquie. En refusant d'ouvrir ses portes au sud de l'île et en multipliant les forages gaziers dans des zones revendiquées par l'Union européenne, Recep Tayyip Erdogan se dit fermement opposé au retrait de ses troupes. En vrai, si ce sujet vous intéresse, il pourra peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo éventuellement sur Déclic, ça peut être intéressant. Enfin, la Turquie se positionne presque en tant que gendarme du Moyen-Orient. Dans les années 2010, elle multiplie ses interventions dans 13 pays différents. En Syrie, c'est surtout un prétexte pour combattre les milices kurdes et contrôler le flux de réfugiés. En Libye, elle défend le gouvernement face aux groupes armés pour mieux étendre sa zone économique exclusive. Et dans le Haut-Karabakh, elle soutient militairement l'Azerbaïdjan face aux Arméniens qui occupent historiquement la région. Vous l'aurez compris, l'influence de la Turquie est omniprésente. Bien souvent, elle est illégitime, rejetée par le droit international et dénoncée par l'Union européenne. Mais quelque part, Erdogan il s'en fout. Après 13 ans au pouvoir, ce jeu d'équilibriste est devenu un peu sa marque de fabrique. Mais il le sait. Pour poursuivre ses ambitions et taire les premières contestations, son régime a besoin d'une toute autre dimension. Pas mal la rime, non ? There is now a coup in Turkey. Tanks on the streets, jets overhead, the world watched in shock as a military coup unfolded in Turkey. Okay, there is military in my workplace and Right, I think a jet just flew really, really close to us and there was a loud explosion. I'm not sure there's definitely gunfire. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, une faction de l'armée turque regroupe 8650 militaires pour organiser un coup d'état sanglant. C'est une panique historique dans les rues, une première sous le régime du Reis. Recep Tayyip Erdogan se revoit propulsé 36 ans en arrière
lorsque sa propre carrière politique s'était effondrée après le putsch de 80. Dans un communiqué, les militaires annoncent vouloir, je cite, « rétablir la démocratie en Turquie », dénonçant les dérives autoritaires de Recep Tayyip Erdogan, qui est d'ailleurs fraîchement élu président de la République pour briguer un 4e mandat depuis 2004. Meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Dans une allocution extraordinaire sur CNN turc, et même via un appel FaceTime sur le plateau, le Reis dénonce un acte de trahison appelant carrément la population à descendre dans les rues pour résister au coup d'État. Si la tentative est finalement avortée par une majorité d'autorités qui est quand même restée fidèle au gouvernement, elle laisse vraiment un goût amer dans la bouche de Recep Tayyip Erdogan. Paranoïa ou prétexte pour écarter ses opposants, il purge la Turquie de l'influence supposée de Fethullah Gülen. Ce Fethullah Gülen, c'est en réalité un dissident du régime, ancien allié d'Erdogan, exilé aux États-Unis. Son organisation, appelée FETÖ, est considérée comme du terrorisme par quelques pays du monde arabe et plus couramment utilisée par Erdogan pour désigner par exemple des journalistes un peu trop gênants. Tu parles avec les mots des terroristes de Fethullah Gülen, et non pas comme un journaliste. Parce que ceux qui sont à l'origine de cette opération étaient membres de son organisation, et maintenant ils sont en prison. À la suite de ce coup d'État, ce sont plus de 15 000 militaires et 4 500 juges qui sont arrêtés ou limogés. On peut également noter la fermeture de 1000 établissements scolaires privés, 160 médias et l'emprisonnement de 120 journalistes. Ce qui fait de la Turquie le pays avec le plus de journalistes détenus entre 2016 et 2019. Cette purge suscite vraiment un torrent médiatique partagé entre l'efficacité de cette réaction et on va dire une répression jugée trop démesurée de la part du gouvernement. Et cet événement en fait il est essentiel pour comprendre le point de bascule vraiment du régime d'Erdogan. En 2017, il organise un référendum constitutionnel adopté à 51,4% des voix. Le gouvernement passe d'un régime parlementaire à un régime présidentiel, supprimant la fonction de Premier ministre et renforçant la présidence de Recep Tayyip Erdogan. Cette réforme lui permet par exemple d'obtenir la mainmise sur les pouvoirs judiciaires et législatifs, tout en repoussant son nombre de mandats jusqu'en 2029. Alors oui, Recep Erdogan, c'est un autocrate à deux visages. Le visage d'un homme dur, fort, proche du peuple. Un homme qui s'est rapproché de l'Occident tout en maintenant un rôle de médiateur au Moyen-Orient. Un homme qui a su tenir tête à Vladimir Poutine en Syrie, mais qui est pourtant l'un de ses principaux partenaires économiques. Un homme qui a su redresser l'économie et le niveau de vie de son pays par une politique de grand chantier. Mais le visage d'Erdogan, c'est aussi celui d'une incertitude croissante à l'égard de tout ce qu'il a façonné. Depuis le début de la décennie, c'est une hyperinflation qui s'élève à 44,4%, un pouvoir d'achat miné, une gestion mitigée des séismes de 2023. C'est le visage d'un président mégalomaniaque qui s'est fait construire un palais de 1000 pièces sur une colline boisée d'Ankara. Un président hostile aux droits humains, à la laïcité et à toute forme d'opposition. Son parti s'affilie au Loup Gris, une organisation terroriste ultranationaliste, notamment responsable du saccage du mémorial arménien en France. Son conseil d'État reconvertit Sainte-Sophie, symbole de multiculture, en mosquée traditionnaliste. Et désormais, la condamnation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, soulève les manifestations de la jeunesse turque. Jamais la Turquie n'a été aussi influente. Reste à savoir maintenant si elle saura tourner la page du sultan Erdogan et poursuivre ses rêves d'empire otto. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Nous, c'était un sujet qui nous paraissait essentiel d'évoquer sur Déclic. D'abord peut-être pour comprendre la figure emblématique de Recep Tayyip Erdogan. Et ensuite, vraiment pour recentrer, on va dire, de manière la plus neutre possible, voilà le rôle que joue la Turquie depuis ces 2 dernières décennies. Voilà, en tout cas, si notre travail vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo un maximum. Et on se dit à très bientôt pour un prochain format.